Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la manière dont se construit et s'exprime le discours lorsqu'il est question d'environnement, mais analysé, pour une fois, du côté des défenseurs. Nous sommes sur le campus universitaire de l'île du Saulcy, à Metz, où se déroulait du 22 au 24 novembre 2017 le colloque international intitulé « Paroles militantes dans les controverses environnementales ». Marieke Stein est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et organisatrice de ce colloque. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Marieke Stein, bonjour. Bonjour. Marieke Stein, ce colloque, les paroles militantes dans les controverses environnementales, c'est quoi précisément ? Alors c'est une réunion de chercheurs qui travaillent sur les contestations de projets avec un impact sur l'environnement, projets industriels, projets d'aménagement, dans le monde entier. Donc l'idée, en fait, nous est venue à mon collègue Vincent Carlino, qui est spécialiste de l'opposition au centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, et moi-même qui travaille sur la controverse du gaz de couche en Moselle-Est. Donc notre idée était de constater la multiplication de conflits environnementaux ces dernières années, très récemment d'ailleurs aussi. En Lorraine, on n'est pas épargné par ce sujet. Vu Bien sûr, qu'on on pense, j'imagine forcément d'abord à Bure. Alors, il y a d'abord Bure, c'était tout de suite l'idée qui vient à l'esprit. Mais il y a beaucoup d'autres projets aussi. Il y a des projets de forage de géothermie profonde en Alsace qui suscitent aussi la controverse. Il y a donc le gaz de couche en Moselle-Est. Il y a des projets éoliens qui, plus localement, suscitent des controverses. Des projets aussi de centres d'incinération de déchets, que ce soit à Metz, que ce soit sur la commune de Pompierre, également au Moselle-Est. Donc la Lorraine est très concernée par tous ces problèmes. Et puis la France en général, on pense à Notre-Dame-des-Landes, on pense au barrage de Sivins, qui a fait parler de lui tristement il n'y a pas si longtemps. Et puis au niveau international, on a de très très gros projets d'aménagement et de gros projets industriels qui ont un vrai impact sur l'environnement. Notamment, on peut penser au pipeline qui va traverser le territoire des Indiens du Dakota du Nord, qui a aussi défrayé la chronique ces derniers mois. On peut penser à tous les forages de gaz de schiste. Non, je t'ai plus... Voilà. Non, mais c'est de là que c'est venu au départ. Et on s'est dit, les controverses existent, la recherche sur les controverses existe, mais souvent c'est une recherche qui est axée sur l'analyse langagière des discours des différents acteurs, sans que soit mis particulièrement en évidence le discours des personnes mobilisées, des militants. Ça veut dire on a vraiment davantage la dialectique du côté des aménageurs. Alors pas forcément du côté des aménageurs, mais des deux côtés, avec forcément une façon de noyer un petit peu la parole militante. Et nous, on a pensé que les processus de construction de ces discours militants, les apprentissages militants, qui font que des simples citoyens finissent par porter un discours qui a sa place sur l'espace public, méritait toute l'attention d'un colloque. D'où ce colloque sur 3 jours, donc avec beaucoup d'intervenants, 40-45 intervenants, qui viennent de différents pays. Et d'un peu partout également en France. Et en France aussi, un peu partout. On a plusieurs représentants du Sud-Ouest, on a la Bretagne, on a la région parisienne, et évidemment l'Est, avec des chercheurs de Strasbourg ou de Nancy. Et tous les participants à ce colloque international des paroles militantes dans les controverses environnementales, Marieke Stein, sont tous des gens qui s'intéressent aux problématiques du discours qui portent sur les questions d'environnement uniquement. Oui, pour la plupart. Alors certains vont s'intéresser un peu moins au discours, mais plutôt à la construction des identités militantes. Comment devient-on militant ? Ce qui explique qu'on n'a pas seulement des chercheurs en sciences du langage ou en infocom, mais aussi des sociologues, on a même des géographes. Demain, nous aurons des géologues. Donc vraiment, je dirais que l'axe principal, c'est les identités militantes
et la manière dont s'expriment leurs revendications et leurs luttes. Qu'est-ce qu'un tel colloque et qu'est-ce que le type de recherche que vous menez, Marie Stein, apporte finalement, j'allais dire, au savoir collectif et à la recherche en elle-même? Je pense que c'est le moyen de donner des outils à des chercheurs qui travaillent sur des cas particuliers, sur des cas isolés, avec souvent un bagage théorique qui est toujours un petit peu le même, avec souvent les mêmes références. Donc là, on va pouvoir multiplier les points de vue, multiplier les références, multiplier les sources littéraires, conceptuelles. Donc on va vraiment pouvoir déplacer la focale et enrichir donc tous nos travaux mutuels. Quel est l'intérêt de telles recherches, et ce colloque en particulier, qui s'inscrit bien sûr complètement dans vos recherches, Marie Stein? Comment est-ce que ce travail de réflexion sort du cadre strictement universitaire? Qu'est-ce que ça apporte véritablement aux sciences sociales aujourd'hui que de se poser ce type de questions? J'ai envie de répondre pour mon cas particulier. Moi, je suis impliquée donc, dans l'opposition au forage de gaz de couche et j'ai été extrêmement frappée par ma propre naïveté quand j'ai commencé à militer. C'est-à-dire que je pensais que les citoyens étaient réellement consultés, que la vie comptait. Oui, j'étais extrêmement naïve. Et j'ai eu vraiment le besoin de comprendre. Donc, je me suis lancée, ça fait seulement 2 ans, dans ce type de recherche pour trouver des outils qui me permettent d'expliquer pourquoi cette parole restait lettre morte, pourquoi on n'accédait pas à la médiatisation, pourquoi on n'avait pas de visibilité. Mais on est plutôt là du côté du droit et des sciences politiques, non? Beaucoup des sciences politiques, beaucoup aussi de la sociologie. Et en fait, rencontrer d'autres chercheurs, appliquer des méthodes sociologiques. Par exemple, là, en ce moment, je mène des enquêtes autour des enquêtes publiques, donc des enquêtes de terrain. On va avec des étudiants à la rencontre des gens. Ça permet pour moi de mettre un mot sur tout ce que j'ai vécu en tant que militante. Et l'approfondissement de la recherche va me permettre, j'espère, de partager cette connaissance et de donner aux militants des savoirs pour mieux s'exprimer face aux médias. Pour autant, est-ce que c'est votre rôle d'enseignante-chercheuse? Vous êtes maître de conférence ici à l'Université de Lorraine, Marie Stein. Est-ce que c'est votre rôle d'outiller alors évidemment, on peut en être très heureux, mais est-ce que c'est le rôle d'un enseignant-chercheur que d'être militant lui-même? Alors ça, c'est des questions qui sont extrêmement discutées, extrêmement controversées. D'ailleurs, ça mériterait un colloque. Ah oui, mais il y en a eu un, justement, j'allais le dire. Le Centre de recherche sur les médiations a organisé il y a quelques années un colloque dont les actes ont été publiés dans Questions de communication, avec toute une série de contributions de chercheurs qui parlaient notamment de neutralité engagée, de recherche impliquée, donc des concepts qui semblent assez proches et qui en fait sont très différents, et qui montre à quel point cette réflexion sur le positionnement du chercheur, l'implication du chercheur est complexe. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse particulièrement et je n'ai pas encore vraiment défini ma position. Alors c'est vrai que je revendique personnellement cet engagement, ce qui n'empêche pas une recherche d'objectivité et de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Mais je dirais que notre rôle à nous, enseignants-chercheurs, plutôt que prétendre à une neutralité qui en réalité n'existe pas, serait d'opter pour une recherche que j'appelle située. C'est-à-dire une recherche qui ose dire d'où elle parle. Mais finalement, cette problématique, on la retrouve aussi, Marie Stein, dans les sciences dures, la biologie, par exemple. Quand un chercheur travaille sur une maladie rare ou sur la recherche d'un vaccin, c'est aussi une forme d'orientation. Bien sûr, c'est une forme d'implication, mais on ne va jamais la reprocher à un chercheur en médecine ou en sciences dures, mais on va beaucoup plus la reprocher à un chercheur en sciences humaines. Et on est peut-être encore plus surpris que cette problématique s'invite finalement dans le champ de l'information et de la communication. Non, c'est crucial. C'est crucial. Il me semble que la difficulté principale des militants est liée à la communication. Il y a le rapport avec les médias, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Je me rends compte notamment que quand on est un simple citoyen qui n'a jamais été dans des arènes du type débat public, qui n'a jamais été faire une présentation en préfecture devant 25 élus locaux, il y a vraiment des apprentissages qui doivent être faits. Et il y a aussi parfois un déficit de connaissances, qui est très vite comblé d'ailleurs, mais qui existe au départ et qui donc soulève toutes sortes de questions en lien avec les sciences de l'information et de la communication. Alors ce colloque qui se déroule du 22 au 24 novembre ici sur le campus du Solcy à Metz, organisé
par vous-même, Marie Stein, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Qu'est-ce qu'il va en rester? Qu'est-ce que vous attendez d'une part de ce colloque et qu'est-ce qui va en rester? J'espère faire progresser chacun individuellement, tous les participants. Et puis évidemment, les actes du colloque vont être publiés. Et comme il n'existe pas encore de colloque exclusivement dédié aux paroles militantes, je pense qu'on va fabriquer un ouvrage de qualité et j'espère qu'il sera. On peut imaginer un rendez-vous régulier, annuel? Un rendez-vous régulier annuel, non. Ce n'est pas l'objet du colloque. En revanche, un second colloque, pourquoi pas sur la communication des opérateurs, des porteurs de projets, ça pourrait être intéressant aussi. Marie Stein, on va vous laisser à vos intervenants. Vous avez une grosse charge de travail pendant ces 3 jours. Et puis, on va essayer de donner la parole et on va essayer d'attraper la parole précisément des différents intervenants. Merci à vous. Merci. Oh, libellule si délicate, oh, les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon. Le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaud de perdrix au tout petit cœur, écureuil, renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime, pardon. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au colloque international Les paroles militantes dans les controverses environnementales, organisé ici à Metz par l'Université de Lorraine. Et parmi les nombreux intervenants de ce colloque qui se déroulait du 22 au 24 novembre 2017, eh bien, nous avons croisé François Allard-Huvert. Bonjour François Allard-Huvert. Bonjour. Vous êtes maître de conférence ici à l'Université de Lorraine et vous intervenez à ce colloque sur une thématique intitulée « Discours et pratiques militants au cœur des controverses environnementales ». Une tension entre stratégie et tactique. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'analyse des pratiques des militants, sur des sujets de controverses environnementales, en particulier celles qui m'intéressent, les OGM, les pesticides, l'huile de palme. Il va y avoir une tension par moment entre la volonté de s'inscrire dans une stratégie de communication institutionnelle, de débat, de concertation, de participation, et d'autres moments, la volonté d'aller perturber un petit peu le jeu politique traditionnel, d'entrer dans des tactiques un petit peu de guérilla pour justement ou acquérir une visibilité médiatique ou au contraire rentrer dans un mode de lutte un petit peu différent, dans un affrontement idéologique plus net. Donc ça va dépendre des militants, ça va dépendre des associations. Il y a même des tensions au sein de certaines associations entre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Même si c'est des mouvements qui ont des phases. Certaines associations se sont créées au départ sur cette idée de la tactique, l'idée qu'il fallait perturber un petit peu le jeu et la communication des entreprises.
y a certaines associations qui ont fait un peu leur marque de fabrique, hein, dans le mouvement environnemental Greenpeace par exemple, et jouent souvent toujours très spectaculaire. Tout à fait, des actions un petit peu d'opération coup de poing, commando, pour briser un petit peu le train-train, mais en même temps c'est presque devenu une stratégie et au bon moment. J'allais dire. Oui, c'est devenu figé, c'est devenu une stratégie. Dans la communication, je m'intéresse aux faucheurs volontaires, par exemple, sur les OGM. Donc au départ, il y a eu une tension dans le mouvement, il y a très longtemps, entre ceux qui pensaient qu'il fallait annoncer les actions. Quand vous dites une tension, François Larubert, ça veut dire au sein même du mouvement contestataire, par exemple, des débats sur la méthode, on va dire, d'action. C'est ça l'idée de la tension. Tout à fait. C'est qu'au sein des mouvements, il y a deux volontés qui peuvent s'affronter par moment, des postures, des militants qui vont être sur une ligne et d'autres qui vont être sur une autre. À certains moments, il y a une ligne qui va dominer un petit peu, puis après, elle peut s'essouffler. Ça peut aussi dépendre, tout le principe de la stratégie de la tactique, c'est que ça va dépendre des temporalités, des moments, et aussi des sujets sur lesquels on essaie de faire réagir l'opinion. Parce qu'on ne fait pas simplement une action pour faire une action. Il y a souvent l'idée qu'il faut mobiliser l'opinion, il faut intéresser le public, et la tension, elle peut naître là, en se rendant compte, par exemple, que le sujet n'est plus assez traité dans l'opinion ou qu'il a perdu de son intérêt. Donc, dans ces cas-là, on peut réutiliser des méthodologies un petit peu... Pour autant, est-ce que cette tension, en tout cas le choix entre stratégie et tactique, est un choix conscient de la part des militants, ou est-ce que c'est vous, en tant que chercheur, François Larubert, qui mettez cette tension en exergue ? Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits pour montrer que les militants en ont bien souvent conscience. Et certaines associations, lorsqu'elles se sont professionnalisées, elles ont pris conscience qu'il fallait pour correspondre aux enjeux médiatiques, aux enjeux des journalistes, pour faire des journalistes des alliés par moment, il fallait répondre et se professionnaliser. Donc, dans ces cas-là, on a mis en place tout un nombre de stratégies. Et là, c'est volontaire, c'est affirmé, et c'est aussi une manière d'être reconnu comme un acteur à part entière par l'État, souvent. Par contre, il y a des moments où, pour certaines associations, c'est moins net. On va avoir des tensions plus sous-jacentes, et ça peut réapparaître. Dans certains cas, on va revenir à une forme un peu de guérilla, un peu de tactique, mais sans que ce soit formulé tel quel. On va continuer l'action. On va utiliser d'autres discours pour dire qu'on continue notre action traditionnelle. François Larubert, quand on travaille sur les sciences dures, par exemple la biologie ou la physique, en général, le public perçoit bien l'intérêt de ce genre de travaux parce que ça aboutit à la découverte de nouveaux médicaments ou de nouveaux matériaux. Je sens que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Vous êtes dans un domaine... très différent, bien évidemment, puisque vous travaillez au sein d'un laboratoire lié aux sciences de l'information et de la communication, ici à l'Université de Lorraine. Un travail tel que le vôtre, ne le prenez pas mal, ça sert à quoi ? Alors, ça a plusieurs utilités, même si je pense que la question de l'utilité, elle est toujours un peu complexe à poser. La première, c'est que ça va permettre bien souvent à certains acteurs de prendre la parole et d'avoir une parole qui sera analysée, entendue, qui sera jugé. Et puis, ça peut permettre aussi, dans certains cas, dans certains de mes travaux, je ne vais pas hésiter à critiquer ou à montrer des faiblesses de certaines pratiques, qu'elles soient de relations publiques, de lobbying ou autres. Et dans ces cas-là, c'est dans l'espoir que mes amis et mes camarades qui travaillent en communication ou dans les services de communication puissent changer un peu leurs pratiques ou puissent améliorer certaines pratiques parce qu'elles sont plus acceptées par la société. Et c'est souvent ça aussi la question, c'est on est au travail, on analyse la société, on a un miroir de la société et en même temps, on permet à la société de se poser des questions et de reposer certaines questions sur des objets. Et là, sur les objets, quand ils sont en controverse, vous parlez des innovations technologiques ou autres, elles naissent jamais simplement, elles sont souvent dans la douleur qu'elles apparaissent. Alors précisément, puisque vous parlez de pratique, lors de votre intervention ici au colloque international les paroles militantes à Metz, organisé par l'Université de Lorraine, vous allez parler, puisque vous interviendrez demain, alors, non pas, c'est pas le sujet de votre discours, bien évidemment, mais vous le citez dans votre intervention, que j'ai sous les yeux, en tout cas un compte-rendu, vous parlez d'astroturfing. Quel est ce concept, François Larubert ? Alors, l'astroturfing, c'est un concept intéressant. Il a été développé aux États-Unis au départ, parce que l'astroturf, c'est le gazon artificiel. Donc, c'est l'idée de dire qu'il y aurait des mouvements qui viendraient du sol,
du peuple et qui porterait toute une contrainte, tout un questionnement de la société. Un mouvement spontané, quoi. Voilà, un mouvement spontané qui naît naturellement, qui vient du grassroots, donc en anglais, le sol, les grassroots, les individus. Et en fait, c'est une manière de faire passer auprès d'un décideur, souvent politique, un mouvement comme populaire alors qu'il ne l'est pas. L'exemple, je pourrais vous donner un exemple français, c'est par exemple les travailleurs du dimanche, qui étaient tous ces travailleurs qui avaient manifesté pour le droit de l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche. En fait, il s'est avéré que c'était des employés qui avaient été équipés par les services de communication de ces magasins pour manifester. Voilà. Donc, ça donnait l'apparence d'un mouvement public massif, alors qu'en fait, c'était une petite partie utilisée, savamment mis en place dans une stratégie, justement, de communication. Alors justement, on a bien compris l'intérêt de vos travaux, François Larubert, mais parmi vos étudiants que vous formez à l'Université de Lorraine sur ces questions, eh bien, vous allez peut-être avoir certains d'entre eux qui ont envie d'aller travailler, pourquoi pas chez Monsanto ou d'autres grandes firmes internationales, qui peut-être vont se servir de vos analyses et de vos études. D'abord, ils vont les lire, et puis ils vont finalement affiner encore plus leur stratégie de communication. Est-ce que c'est pas un peu une boucle sans fin ? Alors, heureusement que c'est une boucle sans fin, parce que sinon, je vois très bien votre on s'ennuierait beaucoup. Et dans tous les cas, plus sérieusement, ça permet surtout, si on a espoir que les pratiques s'améliorent, ça peut rentrer dans un dialogue un petit peu différent aussi avec ces acteurs-là. Et les professionnels de la communication sont des étudiants qu'on va former, mais aussi des personnes avec qui on est en communication, on discute avec eux, on essaie de comprendre leurs pratiques. Et bien souvent, ils sont aussi demandeurs de ce regard-là. Parce que quand on travaille dans une stratégie de communication ou pour une entreprise, on a des fois le nez dans le guidon et on ne se rend pas forcément compte que ce qu'on fait ou qu'une action qu'on peut faire peut être mal perçue. Ou vice-versa, la société peut avoir, on peut avoir l'idée préconçue que l'opinion va apprécier telle chose alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut parler de communication, dans certains cas de communication éthique ou de bonne communication ? Est-ce qu'il existe une bonne communication, François Larubert ? Je dirais qu'il existe des pratiques de communication qui sont limites, et notamment sur tout ce qui va être autour des sujets sensibles, il y a des pratiques de communication limites qui sont moins acceptées ou plus acceptées. Par exemple, dans les années 30, on a travaillé sur la propagande. La propagande, c'était pas un gros mot. C'était une manière de voilà, tout à fait, de penser l'information du public, de penser on n'appelait pas encore ça la communication, mais de penser l'information publique. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Donc peut-être qu'il y a des pratiques qui aujourd'hui sont plus tolérées. Est-ce que ça veut dire aussi, François Larubert, que aujourd'hui une entreprise ou une institution qui pratique une communication limite, comme vous dites, finalement risque un effet boomerang parce que la collectivité, l'opinion publique progresse dans la connaissance même qu'ils ont des outils de communication? Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de plus en plus un public qui est très formé, qui a une conscience très nette de ces enjeux-là et qui va réagir et qui accepte moins certaines pratiques. Merci François Larubert. On va vous laisser retourner au colloque international Les paroles militantes. With your fields of green, once more laid down by the hungry hand. How long can you give and not receive and feed this world ruled by greed and feed this world ruled by greed. Oh, ball of fire in the summer sky, your healing light, your parade of days, are they betrayed by the men of power who hold this world
Tous ensemble au colloque international Les paroles militantes dans les controverses environnementales qui se déroulait du 22 au 24 novembre ici à l'université de Lorraine sur le campus du Solcis, c'est à Metz. Et parmi les nombreux intervenants à ce colloque international, Michael Chambru. Bonjour. Bonjour. Michael Chambru, vous êtes vous-même maître de conférence à l'université de Grenoble. Vous êtes venu jusqu'à Metz pour participer à ce colloque international. Et comme vous êtes spécialiste des paroles antinucléaires, c'est l'un des thèmes de votre intervention ici à l'occasion de ce colloque. Et comme nous sommes en Lorraine, évidemment, on pense au projet de poubelle nucléaire de Bure. Quelle est votre analyse sur la situation concernant le fait que Bure est finalement aujourd'hui dans l'espace public, l'espace médiatique, beaucoup moins connu, fait beaucoup moins la une et attire l'attention que, par exemple, dans un autre domaine, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Alors, de mon point de vue, un des éléments explicatifs, c'est le fait que, on va dire, la controverse qui, au-delà du cas de Bure, concerne les déchets radioactifs, dure depuis une trentaine d'années. Et donc, du coup, le temps long qui s'installe rend plus difficile, plus compliqué la mise en visibilité, la visibilisation des discours critiques, notamment parce qu'il y a eu un certain nombre de phases dans cette controverse, de contestation assez forte, assez radicale, qu'on oublie assez souvent dans l'imaginaire collectif. Par exemple, à la fin des années 90, où il y avait eu l'ANDRA avait déjà testé des endroits où ils pouvaient implanter leurs poubelles nucléaires. Et à chaque fois, les populations locales l'avaient emporté, avaient gagné, avaient réussi à faire repartir l'ANDRA. Et à partir de ça, à chasser le méchant. Et à partir de là, il y a eu le pouvoir politique qui a légiféré et qui a voté, qui a décidé. Et donc là, on est dans la difficulté, c'est qu'on est déjà dans un moment où l'installation de ce laboratoire et son industrialisation derrière est déjà décidée. Donc, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, Michael Chambru, alors à court, moyen ou long terme, que finalement, parce que la perception des enjeux nucléaires évolue dans l'esprit de nos concitoyens, que peut-être les opposants affinent leur stratégie, leur tactique, que tout ça s'améliore, que la conscience collective s'élève, est-ce qu'on peut imaginer que, on décide collectivement de l'abandon du projet de poubelle nucléaire à Bure? Je pourrais faire une réponse en deux temps. Premièrement, j'aurais envie de répondre spontanément oui, parce que Bure, c'est quoi? C'est un choix politique qui a été fait à un moment donné. Et donc, comme tout choix politique, il peut être discuté, remis en cause, et d'autres solutions peuvent être trouvées de la même manière que dans les années 70, quand le pouvoir politique a fait le choix politique de nucléariser le pays de façon massive, mais il aurait pu faire d'autres choix comme l'ont fait d'autres pays. Et bien là, sur la question des déchets radioactifs, on est aujourd'hui au même point.
Deuxième temps de réponse, il ne faut pas non plus être naïf et de voir que les enjeux qui sont derrière le choix de Bure et la question du traitement, du recyclage, on prend le terme un petit peu qu'on veut, des déchets radioactifs, ils dépassent très largement ces seules questions-là, la seule question d'un choix rationnel ou d'écouter l'opinion publique ou d'une décision majoritaire. L'enjeu qui est derrière pour l'industrie nucléaire et pour le pouvoir politique, c'est la relance du programme électronucléaire. Et aujourd'hui, pour poursuivre ce programme-là, qui a des intérêts géopolitiques, notamment internationaux pour la France, il y a besoin d'un endroit pour traiter. Alors peut-être c'est pas Bure, mais ils ont besoin de ça. Quand on est comme vous, Michael Chambru, un spécialiste de la parole antinucléaire, on est donc forcément au fait des stratégies de communication de l'industrie nucléaire. Est-ce que ça veut dire que l'ANDRA, par exemple, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en France, sont de grands communicants, pour le dire poliment? Oui, alors depuis très longtemps, l'industrie nucléaire, que ce soit l'ANDRA, Areva, EDF ou voire l'État, ont développé des stratégies de communication avec énormément de moyens pour tenter de domestiquer, de contrer la critique sociale qui est quand même permanente depuis 50 ans. Et si on s'intéresse particulièrement à cette question, on peut observer la façon dont s'adaptent les stratégies de communication des promoteurs du nucléaire vis-à-vis des adversaires et inversement. Et on a un jeu de co-construction comme ça, de mouvements sur le temps long, avec une différence fondamentale, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup plus de moyens de pouvoir que d'autres. Il y a un rapport clairement de dominant-dominé dans cette controverse. Ils ne jouent pas avec les mêmes armes, on pourrait dire. Et est-ce qu'on peut imaginer que les militants, c'est un colloque sur la parole militante, aguerrissent encore davantage leur stratégie et deviennent de plus en plus efficaces dans cette bataille de communication? C'est toujours compliqué de juger l'efficacité. On est efficace quand on gagne. Qu'est-ce que signifie gagner? C'est-à-dire qu'une partie des gens qui s'opposent, par exemple, au projet de Bure, c'est contre ce projet-là. Il y en a qui vont s'opposer contre ce projet, mais pour l'arrêt du programme électronucléaire. Il y en a qui vont s'opposer pour ça, mais aussi pour le modèle de société qui est derrière. Donc, à quel moment on peut décider que c'est efficace? Je serais bien incapable de le répondre. Merci infiniment, Michael Chambru. On va vous laisser retourner au colloque. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous profitons d'une courte pause ici à ce colloque international Les paroles militantes organisé par l'Université de Lorraine au campus du SOCI à Metz. Pour vous questionner, vous, Philippe Chavot, bonjour. Bonjour. Philippe Chavot, vous êtes également maître de conférence. Il n'y a que ça ici aujourd'hui, des maîtres de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Et votre travail porte plus particulièrement sur les aspects sociaux de la géothermie profonde en Alsace. En quoi consiste votre travail, Philippe Chavot? Les aspects sociaux, c'est, pour prendre les choses depuis le début, on a commencé à travailler sur cette question-là parce que les scientifiques de l'EOST, qui est l'institut qui s'occupe de questions de géologie et de géothermie, étaient confrontés à une opposition très forte, enfin pas l'institut, mais au moins des projets de géothermie étaient remis en cause par une contestation assez importante venant des quartiers ou venant des villages. Et donc la question qui se posait, c'était pourquoi les gens s'opposent à une technologie qui, a priori, pouvait apporter pas mal de choses dans le cadre de la transition énergétique. Et aujourd'hui, où en êtes-vous de ce travail? On a fait un premier travail d'analyse qui était lié aux enquêtes publiques qui avaient été organisées en 2015, qu'on complète actuellement par une étude plus sociologique, avec une étude quantitative, des entretiens, des groupes de discussion, pour essayer de comprendre un peu mieux les représentations que les publics ont de la géothermie. Précisément, est-ce que vous êtes en capacité, si vous avez le droit, j'imagine que oui, de nous expliquer les freins liés à cette géothermie profonde en Alsace, Philippe Chavot? Il y a pratiquement plus de freins économiques et technologiques, enfin qu'on n'est pas sûr, c'est-à-dire que le principe de la géothermie profonde, c'est d'aller à 5 km sous terre, récupérer de l'eau chaude. Il y a des forages qui sont en cours et où il y a beaucoup de suspense parce qu'on ne sait pas s'il y aura effectivement de l'eau. Le principal frein, comme le disent les industriels qui travaillent dans le secteur, c'est plutôt un frein sociologique. Donc à cette opposition à la géothermie qui prend compte en fait des risques associés à la géothermie. Ces risques, ça peut être par exemple de la sismicité induite, parce que quand on veut récupérer de l'eau en profondeur et qu'on veut que l'eau circule, il faut stimuler un peu la roche et ça peut créer de la sismicité en profondeur et en surface. Il peut y avoir de la remontée de radioactivité, il y a un risque de pollution de la nappe phréatique et en Alsace, la nappe phréatique est très importante. Philippe Chavot, que votre travail est un travail je vais être provocateur,
de facilitateur de l'industrie de la géothermie profonde? Très bonne question. Quand on a commencé à travailler sur cette thématique, on nous a mis la casquette travaux en acceptabilité sociale. C'est un qualificatif qu'on refuse totalement, qu'on cherche. Notre état d'esprit, quand on travaille sur des thématiques controversées, on a travaillé un peu sur Bure également, c'est de travailler avec symétrie, c'est-à-dire on entend les paroles des militants et opposants au même titre que les paroles des scientifiques, au même titre que les industriels, au même titre que les représentants de l'État. Donc on travaille avec symétrie et ça a permis... on a fait quelques restitutions déjà et on va en faire une au mois de décembre prochain à l'Eurométropole de Strasbourg. Ça a permis de faire entendre différemment en fait la voix des opposants. Dire qu'effectivement ils ont... parce que les opposants, c'est pas seulement des NIMBY, pour reprendre le titre de l'intervention que j'ai donnée, c'est également des gens qui défendent un attachement à un territoire, voire une volonté de voir ce territoire se transformer dans l'avenir. Puisque vous évoquez Bure à l'instant, Philippe Chavot, est-ce qu'on peut imaginer que finalement le même travail que vous faites aujourd'hui sur la géothermie profonde en Alsace, s'applique à Bure pour essayer de faire accepter par la population ce projet de poubelle nucléaire? On parle d'acceptation. Bon, nous, on ne travaille pas sur l'acceptation, je tiens à le préciser. À Bure, il y a déjà eu plusieurs en amont du débat public organisé en 2013, il y a eu des travaux sociologiques qui essayaient d'identifier justement les freins, comme vous les appelez, par rapport au projet. Ça n'a pas apporté grand-chose. Nous, on avait tenté une petite chose, mais pas en vue d'une acceptabilité. On avait essayé de mieux comprendre, pas l'opposition, mais au moins les riverains du projet en 2013. On a arrêté parce que justement on avait peur de perdre notre neutralité, étant donné que l'ANDRA voulait nous financer. On s'est dit c'est mauvais signe, il vaut mieux pas se lancer là-dedans, puisque ça ôte tout crédit vis-à-vis du terrain d'étude, c'est-à-dire à ce qu'on ne peut plus travailler avec les riverains. Et je crois que pour le cas de Bure, moi, je ne crois pas qu'un travail sociologique puisse faire accepter. Moi, mon rôle dans l'analyse de ces controverses, c'est presque plus d'éduquer. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas me lancer dans l'éducation des riverains, je veux plutôt me lancer dans l'éducation des scientifiques et des politiques, c'est-à-dire essayer de leur ouvrir les yeux vers la complexité du social. Ce serait plutôt ça ma mission, plutôt que de travailler dans le sens de l'acceptabilité. Merci Philippe Chavot, on vous laisse retourner au colloque. Des jours entiers dans les arbres, pieds dans la terre, tête dans le ciel, vivant sur le plus haut d'entre eux, accroché à son tronc rugueux. Je chevauche la bête centenaire en regardant les nuages passer, les jours entiers dans les arbres, à écouter le temps passer. Les voisins sont des nains géants, émigrés des forêts du Rhin. Les autres tout gris et tout noir viennent des grands arbres du Congo, les grands d'acier et de fureur s'épuisent contre des dieux anciens. Les petits font pour les calmer en riant des cris d'oiseaux. Un vieux pygmée tout déplumé me prend la tête à deux mains et me chuchote en souriant
sa vérité innocente. Tu es bien plus petit que moi, et bien plus grand que les géants. Libère-toi du désespoir, évite des mirages de l'espoir. Vers le soir, les géants se calment en fumant des herbes magiques qui font les étoiles plus brillantes. Et moi un peu mélancolique. Nous sommes toujours au colloque Paroles militantes organisé par l'Université de Lorraine sur le campus du Saulcy à Metz du 22 au 24 novembre. Et puis, à l'occasion de ce colloque, eh bien, il y a la projection du film L'intérêt général et moi, un film co-réalisé par Sophie Métriche et Julien Milanesi, que nous avons le plaisir de rencontrer à l'occasion de ce colloque. Julien Milanesi, bonjour. Bonjour. L'intérêt général et moi, que vous avez réalisé en 2016, vous êtes vous-même maître de conférence en économie à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3. Julien Milanesi, de quoi parle ce film L'intérêt général et moi ? Il parle à travers la contestation de 3 projets d'équipement, 3 projets d'aménagement, 3 projets de transport, en fait, une autoroute, une ligne à grande vitesse et un aéroport. Il parle de la définition de l'intérêt général aujourd'hui dans la France contemporaine et de la démocratie autour de ces projets, de la décision publique, de savoir qui décide, au nom de quoi, pourquoi, comment et quelle est la parole citoyenne dans cette décision. Alors évidemment, ce film vient à point nommé à l'occasion de ce colloque Les Paroles militantes. Vous animerez d'ailleurs une conférence débat ou un débat en tout cas à l'issue de la projection de ce film. L'intérêt général est dans ce film, Julien Milanesi, traité d'un point de vue plutôt social, sociologique, économique, juridique, pourquoi pas ? Un petit peu tout à la fois. Un petit peu tout à la fois, parce qu'il y a plein de façons de définir l'intérêt général, et c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer dans le film, en utilisant des outils notamment de sociologie qui permettent de montrer que sur une question comme ça, conflictuelle, on peut avoir, et sur un objet, comme disons une autoroute, on peut avoir différentes façons de concevoir l'intérêt général. On peut le voir autour du développement économique, de l'argent qui va rapporter éventuellement. On peut le voir autour de la beauté des lieux qui vont être détruits. On peut le voir autour du respect des règles qui ont été établies par le droit. On peut le voir autour de la disparition d'endroits qui sont familiers à des populations et qui relèvent de la transmission du patrimoine. Voilà, il y a plein d'entrées différentes. Et notre idée, c'était de montrer ces différents regards qu'on pouvait avoir sur un objet unique et qui anime en fait ces débats, c'est-à-dire qu'autour d'une autoroute, on va être toute la société va regarder différemment, les individus vont regarder différemment cet objet, vont y projeter des choses différentes, une vision différente de l'intérêt général. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était de montrer comment aujourd'hui en France, on débattait autour de ces questions-là et comment on décidait derrière. Pour autant, vous étiez à l'époque de la réalisation du film étudiant. Thésard, si j'ai bien compris, Julien Milanesi. Et puis, vous vous définissez vous-même aujourd'hui, comme je disais, vous êtes maître de conférence en économie, comme un enseignant-chercheur militant et engagé. Aussi bien, le film L'intérêt général et moi, que vous avez réalisé avec Sophie Métriche, ne prétend pas une neutralité et une parfaite objectivité sur la question de l'intérêt général. Alors, pour commencer, je ne me définirais pas comme un enseignant-chercheur militant. Je suis enseignant-chercheur, je suis un chercheur qui donc travaille en économie depuis des années sur les questions de politique publique, mais par ailleurs, je suis un citoyen qui a eu des engagements, qui a des engagements associatifs. Et donc, pour moi, c'est 2 choses... Alors, qu'on peut retrouver, qui vont se rencontrer à certains endroits, notamment dans ce film, mais mes travaux scientifiques ne sont pas militants, par exemple, voilà, pour être clair. Mais j'ai parlé du film, là. Voilà, mais le film, voilà, mais pour en venir au film, le film permet justement quelque chose d'intéressant parce que ces questions-là que je traite dans le film, je ne les avais jamais abordées dans mes thématiques de recherche, justement dans l'idée de les laisser un peu à distance et de garder une séparation qui est de moins en moins, ce qui est de moins en moins vrai maintenant, mais à l'époque de garder une séparation entre mes activités de recherche et mes activités plus militantes. Ce que permet le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de cinéma sans point de vue. Et donc, ce questionnement toujours un peu compliqué pour un chercheur de savoir
savoir où est-ce que je suis dans la société, comment je me situe, etc. Là, la question était évacuée parce que de toute façon, à travers cet objet cinématographique, je pouvais exprimer un point de vue réfléchi, un point de vue organisé, comme je vous disais, autour de travaux sociologiques, etc. Mais ce point de vue, je n'avais pas à me cacher, je pouvais simplement l'exprimer parce que faire du cinéma, c'est ça. Alors donc, précisément, en quelques secondes, Julien Milanesi, quel est le point de vue que vous développez dans le film L'intérêt général et moi? Le point de vue qu'on développe, on pourrait dire deux choses. C'est que d'abord, aujourd'hui, il y a une vision datée de l'intérêt général sur ces grands projets, qui fait référence, particulièrement sur ces projets de transport, à une vision du développement économique des transports, qui est un imaginaire qui date en fait des 30 Glorieuses et qui inspire encore toutes les politiques publiques aujourd'hui, et que c'est contre cet imaginaire-là aujourd'hui que militent les associations. Et l'autre, c'est que on est dans un système démocratique qui fonctionne très peu, très mal sur ce type de décision publique. Merci à vous, Julien Milanesi, puis très bonne projection ce soir. Merci beaucoup. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Marek Stein, confronté à ces problématiques précisément de discours dans l'espace public sur les tensions environnementales, on a plutôt envie d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule? D'un coup de gueule. C'est pas joli, on nous dit toujours que vous êtes toujours contre, il faudrait être pour. Évidemment, on est pour la nature, pour le respect de l'environnement, etc. Mais on est aussi... je suis personnellement aussi en colère, révoltée. Pas tellement finalement contre les industriels qui sont porteurs de projets néfastes pour l'environnement, parce qu'à la limite c'est leur boulot, on peut presque les comprendre. Mais j'ai vraiment un gros coup de gueule à l'encontre des politiques et des institutions, notamment au niveau local et régional, dans la mesure... Quand vous dites local, Marek Stein, c'est la Lorraine et c'est plus précisément la région de Saint-Avold? Je dirais non, je l'entends dans le sens les communes, les communautés de communes, un peu partout, parce que c'est le cas très fort en Lorraine, mais c'est le cas également ailleurs, on l'a très bien vu avec ce colloque. Les élus locaux, lorsqu'ils ont décidé de défendre un projet, souvent ne le maîtrisent absolument pas, n'en maîtrisent pas les implications. C'est très flagrant sur le gaz de couche, on le voit très bien. Les élus locaux défendent un projet parce que le promoteur leur dit qu'il va y avoir de l'emploi. Ils n'ont pas ouvert un seul dossier. On fait des enquêtes, on le sait. Ils n'ouvrent pas un seul dossier. Ils ne connaissent absolument rien du sujet. Dans notre cas, ils confondent gaz de mine, gaz de couche, gaz de schiste. Ils mélangent absolument tout. Et malgré ça, ils refusent d'entendre les associations qui, pour eux, sont des profanes, n'ont pas de légitimité, alors qu'il y a énormément de connaissances dans les associations. Donc ce mépris du citoyen, pour moi, c'est une découverte. C'est un problème de démocratie locale, de démocratie locale et de démocratie tout court. Voilà, et je dirais que c'est ce problème de démocratie qui me heurte plus encore que les aspects environnementaux. Ça ne vous donne pas envie d'entrer en politique? Si. Alors sûrement pas au point de me professionnaliser, mais je pense qu'effectivement au niveau municipal, on ne peut pas toujours taper sur les élus. Il faut comprendre qu'effectivement ils sont soumis à des pressions hiérarchiques. Ils oublient souvent qu'ils ont été élus pour défendre une population. Ils ont l'impression d'être au service de quelques entreprises. Mais ils le sont sans doute dans leur posture, dans leur fort intérêt. Ils sont probablement sincèrement engagés puisque ça procure des emplois. Je pense que c'est un peu naïf de le généraliser. Ça doit être le cas de certains, évidemment, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose dont on ne parle jamais, c'est du clientélisme. Le mot est fort, mais c'est comme ça que fonctionnent les communautés de communes et les communes actuellement. C'est quelque chose d'ailleurs que j'espère dénoncer dans mon travail universitaire. Et c'est quelque chose qui m'engagerait lors de prochaines élections municipales uniquement, à entrer dans le système pour donner un peu plus de parole réellement aux citoyens. Les vrais dispositifs participatifs me semblent encore à inventer. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être dans l'avenir mener. Finalement, c'est un enjeu de démocratie. Ah oui, entièrement. Alors, vous avez signalé tout à l'heure, en introduction de votre propos, Marek Stein, en disant qu'il vaudrait toujours mieux être positif pour la nature, pour les choses. C'est un discours qu'on a souvent entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas un peu au bout de cette réflexion, parce que finalement, à force de vouloir être positif, eh bien, bien sûr, on nous entraîne vers quelque chose de mieux, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux aussi, quelquefois, mettre le doigt avec violence sur là où ça fait mal? C'est difficile et ça dépend complètement des territoires sur lesquels prennent place les luttes. En Moselle-Est, par exemple, on a tout un passé minier
qui fait que les gens sont extrêmement attachés à la mine, au charbon, et qu'il n'est pas question d'arriver en attaquant leur passé, tout ce en quoi ils ont cru, ce qui a donné une forme de, alors je mets beaucoup de guillemets, de prospérité à la Moselle. Je pense qu'il y a un respect des gens à avoir qui fait que le discours qui peut être perçu comme un peu agressif, violent, n'est pas toujours adéquat. Sur la question du gaz de couche, les collectifs et les associations qui sont entendues ont fait le pari inverse, c'est-à-dire celui de respecter toutes les opinions, de fonder leur discours vraiment sur de l'argumentation, sur du respect, sur de l'échange. Mais je pense que sur d'autres territoires plus mûrs, on peut évidemment être beaucoup plus tonique et c'est, de mon point de vue, tout à fait acceptable. Comment voyez-vous l'évolution du monde dans les années à venir, les décennies à venir ? Je pense que la question climatique est un enjeu majeur, grave, et qu'à très court terme, nos sociétés vont changer. Je ne vois pas ça négativement, mais je pense au contraire que ça peut redonner du tissu social, permettre aux communautés de revivre. Et même si donc, je suis assez pessimiste sur le plan de l'évolution environnementale et climatique, sur un plan humain, je suis plutôt optimiste et j'ai découvert plein de choses très belles chez les individus grâce à ce type de polémique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine à l'adresse crème.univ-lorraine.fr. Et pour le film co-réalisé par Sophie Bétriche et Julien Milanesi, rendez-vous sur le site l'intérêt général et moi.tumblr.com. La programmation musicale de cette émission est signée Marik Stein et vous avez pu écouter dans l'ordre Pardon par Alain Souchon, paru sur son 10e album Au ras des pâquerettes, sorti en 1999, Mother Earth par le Canadien Neil Young, décoré de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction honorifique du pays décernée par le Premier ministre à celles et ceux qui sont, selon la devise latine, desiderantes meliorem patriam, en français, désireux d'une patrie meilleure, un titre paru sur l'album Ragged Glory, réalisé avec le groupe Crazy Horse et sorti en 1990. Et enfin, Dans les arbres, par le libertaire François Béranger, 1937-2003, paru sur l'album Da Capo, sorti en 1982. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.